Donc, moi, je suis Aurélie Braillon. Je travaille dans un centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement rural qui s'appelle Cap Rural. Moi, je suis basée donc, dans la Drôme à Bourg-les-Valences. Voilà. Et on a aussi la mission de animer, de coordonner en fait, une démarche qui s'appelle Envie d'air, qui est en fait un collectif en fait, de territoires dont voilà. Christelle nous en parlera un petit peu tout à l'heure, dont le PNR du Livradois-Forêt. Donc un collectif en fait, de territoires qui coopèrent entre eux. Donc il y a 16 territoires aujourd'hui au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui coopèrent aussi avec des structures d'accompagnement de l'urbain, donc sur Lyon, sur Saint-Étienne, sur Clermont, pour accompagner des personnes qui auraient le projet de s'installer à la campagne. Voilà. Et donc on est ensemble pour échanger sur cet atelier s'intégrer en milieu rural, les conditions de réussite donc pour les porteurs de projets. Avant de laisser la parole aux intervenants et puis de les présenter, j'avais envie de poser peut-être quelques constats très rapidement en termes de propos introductifs. Donc 3 constats. Déjà le premier par rapport aux porteurs de projets, avoir en tête peut-être que, et on pourra en discuter tout à l'heure, mais que la principale motivation à déménager, à s'installer dans le rural aujourd'hui, c'est vraiment l'amélioration du cadre de vie. Et c'est ça qui prône peut-être avant tout par rapport à l'activité, et peut-être qu'on pourra voilà, échanger dessus tout à l'heure. Deuxième constat, c'est que le projet de création ou un projet de création est intimement lié au projet de migration, au projet d'installation à la campagne, et que l'un et l'autre s'influencent. Voilà, donc ça aussi, on pourra en discuter tout à l'heure. Et puis un autre constat aussi, c'est que quand on déménage, il y a souvent une rupture géographique, si aussi il y a un éloignement, une rupture des fois sociale aussi. Et qui s'accompagne souvent d'une méconnaissance du tissu économique qu'on va retrouver, du tissu institutionnel qu'on va trouver localement, et que des fois on a aussi peut-être une absence au démarrage d'un réseau personnel sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour construire son projet. Donc ces 3 éléments de constat voilà, qu'on peut avoir en tête pour après réfléchir justement les conditions de réussite. En tout cas, là l'idée pour réfléchir à cette intégration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un point clé pour le porteur de projet, c'est vraiment de passer d'une installation matérielle. Voilà, je trouve une maison, j'ai trouvé une ferme, j'ai trouvé voilà, la mise en place de son activité. Donc, de comment on passe de cette installation à vraiment une intégration professionnelle et sociale. Et comment, finalement, sur les territoires, on peut aussi faciliter cette installation, cette intégration, pour aussi donner envie de rester, notamment. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose pour cheminer sur ce sujet, c'est qu'on puisse réfléchir à 3 conditions de réussite qui nous semblent être importantes. La première, c'est vraiment tout l'accompagnement en amont. C'est-à-dire, c'est quoi un petit peu toutes les questions à se poser avant de franchir le pas. On est sur, avant tout, comme je le disais, sur un projet de vie. Donc, voilà, bien réfléchir en amont à toutes les questions, au choix aussi du territoire. On sait bien qu'il n'y a pas un territoire rural, mais des territoires. Donc, voilà, où est-ce qu'on a envie de s'implanter ? Une deuxième condition, c'est aussi... pour le coup, du côté du territoire, c'est-à-dire aussi comment se positionne le territoire par rapport à l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets, où en est le territoire par rapport à cette volonté aussi d'accueil. Et quand je dis le territoire, c'est les habitants, c'est les élus, c'est les acteurs associatifs, c'est tout le tissu local. Donc ça, c'est un autre point important. Et le dernière condition, c'est vraiment la condition d'activité. Voilà, c'est travailler vraiment le projet professionnel et le projet d'activité. Donc en fait, on pourra avoir un petit triangle. On a voilà
son projet de vie là-haut et le travailler en amont. Il y a effectivement le lien au territoire et puis il y a bien sûr l'activité professionnelle. Et donc voilà, on va cheminer dans ce sujet à partir de ces trois questions. Et puis donc les intervenants que je vais présenter vont réagir sur en fait ces trois sujets. Donc on a le plaisir d'avoir autour de la table donc Christelle Père, qui est chargée de mission accueil de nouvelles populations et création d'activités au parc naturel régional du Livradois-Forêt. Voilà, et qui fait partie, comme je le disais, d'un des 16 territoires de la démarche Envider. On a Bénédicte Dupré, qui est directrice de l'ADEFPAT. L'ADEFPAT, qui est une association qui accompagne les projets sur les territoires ruraux. Donc, elle nous en dira plus tout à l'heure. On a Madame Charlotte Drault, qui est directrice des opérations à l'AOU. Donc, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes 7 salariés à l'AOU. Donc, c'est une plateforme qui est née il y a environ 4 ans qui a pour objectif de mettre en valeur en fait, les territoires et d'agir sur leur attractivité. Charlotte nous en parlera davantage tout à l'heure. Et Monsieur Louis-Patrick Deville, qui est expert en stratégie immobilière de l'entreprise, qui est ancien directeur général de sociétés immobilières institutionnelles et qui réalise notamment, c'est notamment pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui, qui réalise des éditos pour Commune Opportunité. Commune Opportunité qui est une autre plateforme qui est née à peu près il y a 4 ans aussi et que souvent vous évoquez comme un site de rencontre entre porteurs de projets et d'une part et de l'autre part villages et petites villes dans la volonté vraiment de réimplanter des commerces, des services sur ces villages et petites villes. Mais pas que, mais voilà, c'est une introduction. Donc en fait, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est que tout le monde s'est à peu près présenté, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange sur la première condition, qui est donc justement, en tant que porteur de projet, comment s'y prendre pour se préparer en amont, pour réfléchir son projet, pour se poser finalement les bonnes questions, si possible, avant de s'installer sur le territoire. Et donc, Christelle, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites au niveau du PNR, dans cet accompagnement des porteurs de projets, notamment en amont. Et puis, peut-être nous dire après aussi quelques mots sur comment vous agissez dans Envider. Et donc, la consigne, c'est à peu près 10 minutes chacun. Merci. Bonjour. Du coup, sur la question de comment on se prépare en amont quand on souhaite s'installer sur un territoire, qu'on n'a pas forcément encore le local, l'affaire qu'on a envie de reprendre. Déjà, en fait, souvent les gens ils commencent par chercher sur Internet. C'est comme ça qu'on les rencontre. Alors aussi dans des salons comme aujourd'hui. Et après, ce qui me paraît important, c'est de contacter au moins une des collectivités, les collectivités dans lesquelles vous souhaitez vous implanter, et de bien identifier à la fois sur la question de la qualité de vie, ce que vous recherchez. Par exemple, moi, quand j'ai au téléphone un porteur de projet qui me dit moi, je veux m'installer dans le Livradois-Forez, le Livradois-Forez, c'est très large. On a des plaines, des montagnes, on peut être en altitude, pas en altitude, et c'est pas du tout la même qualité de vie, c'est pas du tout la même activité si on fait de l'agriculture, d'être à plus ou moins de 800 mètres, par exemple. C'est pas le même marché si on est à Thiers ou si on est dans un village quand on veut créer une épicerie. Donc, il y a à la fois, moi, qu'est-ce que je veux vivre ? Est-ce que je veux être en pleine montagne parce que j'adore la nature, je veux être à 2 pas de grande randonnée ? Ou est-ce que je veux être plutôt dans une petite ville où je vais avoir les services à proximité ? Il y a aussi un enjeu à connaître avant de se faire une idée, c'est aussi des enjeux d'urbanisme. Aujourd'hui, on rêve tous d'avoir la maison, peut-être au milieu de la nature, mais
Mais c'est pas ça la réalité des territoires ruraux. C'est des maisons qui sont souvent, en tout cas pour chez nous, dans des hameaux. Et les permis de construire, ils se donnent pas au milieu de nulle part aussi. Pour le territoire, c'est important d'avoir une concentration d'habitants sur des hameaux plutôt qu'éparpillés, parce que là, du coup, c'est ce qui se disait hier un peu dans la plénière d'ouverture, ce qu'on va rechercher, on va le gâcher au fur et à mesure qu'on s'installe et qu'on éparpille les habitats. Donc, qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce que le territoire peut accueillir aujourd'hui. Donc, je disais, alors, du coup, dans les réflexions, il y a la question de la qualité de vie. Où est-ce que je vais vivre et qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience. Quel est mon marché, mes conditions de production dans mon activité et quelle offre il existe. Parce que voilà, sur les territoires, on va avoir des offres d'épicerie à reprendre, de l'immobilier. On sait qu'aujourd'hui, en post-Covid, c'est de plus en plus compliqué de trouver. Donc, il va falloir croiser ces trois questions-là. Et se rapprocher des collectivités, ça vous permettra de vous faire connaître les différentes possibilités d'un territoire, de vous faire rencontrer des élus. Nous, sur les territoires du parc, on a un collègue du Beaujolais, là, on a des élus référents à l'accueil dans pratiquement tous les territoires d'Envie d'Air. On est capable, en tout cas, de vous présenter des locaux pour vous faire toucher le terrain. Et moi, le principal conseil que je donne, c'est se renseigner en amont, avoir un contact au moins téléphonique, mail, et après, aller sur le territoire. Passer des vacances et revenir pour voir vraiment les différentes saisons. Je viens en été, mais je viens aussi en hiver, parce qu'en hiver, sans doute, c'est un peu plus mort. Sans doute, il fait un peu plus froid. Est-ce que moi, je me sens d'habiter là Voilà. C'est peut-être le premier mot que je voulais vous dire. Et puis, bien sûr, vous pourrez poser des questions et échanger si vous avez besoin. Et peut-être par rapport à ce qui peut exister pour aider, pour aiguiller les porteurs de projets en amont, peut-être, Christelle, tu peux évoquer aussi ce qui est mis en place dans le cadre d'Envie d'Air sur notamment, d'une part, peut-être les différentes sessions qui existent en amont, qui existent en ville, justement pour rencontrer des acteurs, rencontrer d'autres porteurs de projets, pour bien réfléchir son projet. Oui, du coup, avec Envie d'Air, on organise des sessions physiques à la fois à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne. Pour l'instant, dans ces principales communes, où on va avoir des sessions d'accueil qui vont être plutôt reliées à d'autres événements. Par exemple, à Clermont, on a organisé des événements avec Coco Shaker, qui est un incubateur local où on présentait aussi Envie d'Air, et c'était l'occasion de rencontrer les porteurs de projets. On a des sessions qui vont être organisées complètement par nous. Alors, rappelle-moi le nom, Laurélie. C'est des sessions réalisées en campagne. Voilà, les sessions réalisées en campagne, pardon. Et du coup, là, ça va être monté directement par nous. On en a organisé aussi une à Clermont. Il y en a qui s'organisent à Lyon et à Saint-Étienne. Où là, c'est vraiment les collègues d'Envie d'Air et les territoires qui sont présents et qui vont à la rencontre des porteurs de projets et qui montent l'événement. Et après, on est présent sur différents salons. Et en visio, on organise des webs thématiques, des webs à la fois généralistes où on présente ce qui est Envie d'Air, les territoires, et c'est une façon de prendre un premier contact, et des webs un peu plus spécifiques sur différents sujets. Le prochain, je ne l'ai pas noté, mais... Il va y en avoir une, par exemple, sur les métiers d'art. Sur quel territoire s'implanter quand on a un projet aussi autour de l'artisanat d'art et finalement les territoires qui mettent en place en fait des outils particuliers pour accompagner ce type d'activité. On va en avoir aussi sur l'installation agricole, avec différents intervenants qui peuvent aiguiller. Et puis on a des web méthodos aussi, donc on en a une prochaine par exemple sur les questions à se poser pour savoir sur quel territoire s'implanter et comment finalement repérer, approcher des territoires en fait. Et du coup, donc ça peut être une première porte d'entrée. Je m'inscris à une web, je vois comment ça se passe, qui sont
quels sont les différents territoires qui vont pouvoir m'accueillir. Et ensuite, on va, dans un deuxième temps, rencontrer les territoires. Donc, par exemple, dans le parc, nous, on organise une réunion pour les porteurs de projets tous les premiers vendredis du mois, collectif. Donc là, c'est l'occasion de nous rencontrer. Et pour les gens qui habitent loin, parce que voilà, moi, j'ai des gens qui sont venus de Belgique, de plus loin aussi. Dans ce cas-là, moi, je prévois aussi des visios en individuel, ce que font aussi les autres collègues pour pouvoir vous renseigner plus précisément après sur le contexte local, l'écosystème local dans lequel vous allez vous implanter, les partenaires qui peuvent vous accompagner et les réseaux aussi professionnels que vous allez pouvoir avoir. Et peut-être dans la discussion tout à l'heure, effectivement, il y a Vladek qui est avec nous, qui est du Beaujolais. Vladek, tu pourras nous présenter aussi, par exemple, les logements passerelles. Voilà, il y a des territoires qui ont mis en place aussi des dispositifs particuliers pour, comme disait Christelle, faciliter sa venue pour justement venir quelques semaines, quelques mois pour un peu se tester sur un territoire. Donc, en fait, il y a plein de choses qui peuvent exister effectivement sur chacun des territoires. Passer par le salariat aussi, ça peut être une bonne option. J'ai des porteurs de projets qui font ça, qui là vont s'installer en restauration, mais pendant 3-4 ans, sont restés salariés sur le territoire. Et je trouve que c'est une bonne option parce que ça permet de rencontrer les gens, de connaître, de comprendre l'économie locale, et pour ensuite pouvoir créer son activité. Enfin, c'est une option parmi d'autres, bien sûr. Alors merci Christelle. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Deville pour que vous puissiez représenter un petit peu plus précisément Commune Opportunité et surtout revenir donc à cette première condition qui est comment se préparer en amont, pour que vous nous disiez comment, avec Commune Opportunité, vous travaillez ça. Et donc, vous me disiez lors de notre entretien téléphonique que vous aviez mis en place un coaching pour aider justement le porteur de projet à se poser toutes ces questions en amont. Et donc, peut-être vous pourrez nous en dire un peu plus. Alors, effectivement, merci. Commune Opportunité est un objet assez improbable, puisque ce n'est pas un objet mercantile. Ça ne transacte pas, ça ne touche pas de commission, de choses comme ça. C'est une sorte de service public réalisé par le privé. Et d'ailleurs, c'est réalisé sous statut social. C'est une entreprise à caractère social. Alors en fait, Commune Opportunité exerce ce que j'appelle le métier de commère. C'est-à-dire la personne qui a des informations et qui transmet les informations à d'autres et réciproquement. Et dans le rôle de mise en relation, donc un peu comme Tinder, mais sous un autre angle quand même. Dans cette phase-là, on a toute une phase que j'appellerais de déniaisement. C'est-à-dire essayer de faire comprendre aux gens que le romantisme, c'est bien, mais il faut parler de choses avec les pieds dans le cambouis. Que pour les maires, il faut également ne pas imaginer que tout va bien et qu'il faut se donner un peu de mal. On essaie d'expliquer ce genre de choses. Et notamment, une de mes grandes spécialités dans les éditoriaux, c'est de faire passer des messages aux maires en leur disant ce que c'est ou ce que devrait être un manager de centre-ville, par exemple. À titre indicatif, un manager de centre-ville digne de ce nom vaut à peu près 10 fois le prix moyen auquel sont payés les managers de centre-ville. Donc on a dans les villes des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas le poids, etc., pour pouvoir véritablement peser et être actifs. On a généralement des débutants qui étaient dans d'autres domaines, au lieu d'avoir des gens extrêmement musclés qui ont dirigé les centres commerciaux, qui ont fait des transactions, qui ont du poids pour discuter, etc. De la même façon, je professe le fait qu'une commune est une entreprise comme une autre, et qu'une entreprise, ça a forcément un positionnement marketing, ça a des stratégies, des politiques, etc. Attendre sans savoir où on va aller, c'est pas la solution. Donc, Commune Opportunité essaie, premièrement, de mettre en relation des porteurs de projets au sens le plus large du terme. C'est aussi bien une municipalité qui dit j'ai une église qui ne me sert à rien, qui a une bonne acoustique, si quelqu'un veut jouer de la musique, elle peut venir chez moi, que quelqu'un qui se dit moi j'aimerais bien retourner dans mon pays de naissance,
et je cherche ce que je pourrais faire là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité de reprise d'entreprise ou autre. C'est extrêmement vaste. Et on essaie donc d'apporter une forme de déniaisement, comme je l'ai dit à un instant, à ces gens-là. Alors, derrière ça, il y a des éditos, il y a des expériences, il y a tout un chapitre d'expériences, de témoignages, etc. Tout est agencé, si vous voulez, pour permettre aux gens véritablement de comprendre dans quelle ambiance, que ce soit les communautés de communes, les villes, ou que ce soit les porteurs de projets, de façon à ce qu'ils puissent comprendre dans quel environnement les choses se situent et comment ils doivent architecturer un petit peu leurs pensées et leurs actions. Alors maintenant, j'ajouterai simplement qu'il y a un stand commune opportunité à l'étage en dessous et que donc, si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition. Alors maintenant, je vais aborder le sujet du jour. Alors, la ruralité, c'est juste l'opposé de l'urbanité. Et en termes macro, on considère que l'urbanité, c'est à partir de 300 000 emplois ou de 300 000 habitants. En dessous, ça n'existe pas, quelque part, en termes économiques purs, tels que nous, on l'entend en tant que financier, etc. Alors, à titre indicatif, le département de l'Orne, 250 km sur 150, c'est 220 000 habitants. 225, pardon. Autrement dit, l'Orne, c'est que de la ruralité. La ruralité, ce n'est pas l'agriculture. L'agriculture, c'est peanuts dans la ruralité. Un sapeur-pompier de Trifouille-les-Binettes est un rural. Un notaire de Trifouille-les-Binettes est un rural. Un curé de Trifouille-les-Binettes est un rural. Un industriel de Trifouille-les-Binettes est un rural. Etc., etc. Il y a aussi des agriculteurs. Mais l'agriculture, c'est également un monde extrêmement vaste. Donc, il ne faut pas réduire la ruralité à l'agriculture, surtout. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que depuis des millénaires, depuis, je pense, que le monde existe, la tendance lourde, c'est à l'urbanité. Les gens se concentrent. Et se concentrent, on a inventé le village, puis le bourg, puis la ville, etc., etc. Et les agglomérations. Et ça marche dans le monde entier. Quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, on se regroupe. Et les éléments lourds restent les mêmes. La tendance lourde est celle-là. La seule chose qui change actuellement, il y a 3 éléments qui permettent de réinverser un petit peu les choses. Il y a premièrement une certaine forme de congestion urbaine qui fait qu'il y a des moments où effectivement il y a des gens qui peuvent être lassés et puis c'est un peu compliqué quelquefois économiquement. Il y a surtout les moyens de communication. Il est clair que depuis qu'on a inventé le téléphone, l'Internet et tout ce qui va avec, etc., les choses changent, mais aussi depuis qu'on a simplement inventé la voiture, le train à haute vitesse, etc., etc. Et puis il y a actuellement ce que j'appelle le romantisme écolo, qui est un truc absolument extraordinaire. Alors là, c'est un objet volant non identifié, mais il y a une tendance de ce côté-là. Si vous voulez. Alors, désormais, il y a une frange, une toute petite frange, des urbains qui envisagent la ruralité. C'est peanuts. Mais il y a une frange qui existe. Mais surtout, le premier sujet, c'est déjà convaincre les gens qui sont ruraux de rester ruraux. Le premier client à conquérir, c'est de ne pas perdre votre client. Et ça, c'est valable dans le business, mais c'est valable également sur le sujet du jour. Alors, derrière ça, comme je disais tout à l'heure, comme une opportunité est un bon outil de pistage, direct et indirect, qui en plus de ça, et j'y ai fait un petit peu référence tout à l'heure, mais je leur dis maintenant, repiste les gens sur d'autres outils. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas que Commune Opportunité est un outil fini. Commune Opportunité peut renvoyer aussi à des organismes, à des outils confrères qui apportent des visions, des informations complémentaires. Après, Monsieur Deville, là, peut-être pour... je reviens là où on est, notamment sur comment aider les porteurs de projets à réfléchir leur projet en amont. Et peut-être, voilà, voilà. Parce que le temps file, c'est pour ça. Donc, alors, le thème porte sur les facteurs de réussite, et par définition d'échec aussi. Et je crois que le premier point, c'est de savoir ce que l'on veut. Et surtout ce qu'on ne veut pas. Et c'est un élément fondamental, si vous voulez. Je crois qu'il faut, à la base,
Et à peu près dans toutes les décisions de la vie, si vous voulez. Mais dans ce cadre-là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il faut véritablement, je dirais, faire des matrices, littéralement, avec un certain nombre d'articles pour déterminer, par exemple, des choix d'immobilier d'entreprise. En général, on a 80 articles, 80 sujets qui sont dotés de coefficients. Et après ça, on note l'adéquation du produit aux besoins de l'entreprise. Et on peut le faire à l'inverse, de la même façon, de croiser tout ça. Ce qui permet de déterminer des notes. Eh bien, je pense que pour un individu qui imagine pouvoir faire quelque chose, c'est à peu près la même démarche qu'il faut avoir. Il faut se poser ces questions une à une. Et c'est vraiment multi-sujet. Et ça oblige en même temps à penser, à réfléchir au poids des choses. Alors, je prenais l'exemple au téléphone l'autre jour, c'est que 80% des divorces ont lieu 18 mois après un déménagement. Pourquoi ? Ce n'est pas le déménagement physique en lui-même qui pose problème, quoique. La réalité, c'est qu'à l'occasion d'un déménagement, les couples découvrent qu'ils ne partagent pas le même projet de vie. C'est un truc de fou, si vous voulez. Alors, à la base, c'est parce qu'il y a des gens qui mettent du sentiment dans le mariage, ou ils mettent des valeurs raisonnables, rationnelles, organisées, etc. Donc, je plaisante là. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un truc de fou, si vous voulez, où les gens découvrent qu'ils n'ont pas le même projet. Alors, vous imaginez que quelqu'un qui va changer éventuellement de région, de type d'habitat, de sociologie, de métier, etc., vous imaginez la complexité de la chose. Donc il faut vraiment être au départ, au point de départ, tout à fait clair et avoir vraiment architecturé sa pensée, le poids des items, etc. Et ne pas oublier, alors non seulement travailler au niveau du conjoint, mais ne pas oublier les enfants. C'est un élément d'échec retentissant très souvent, si vous voulez, mais également la famille. Quand vous avez votre belle-mère qui n'arrête pas de vous reprocher d'avoir emmené sa fille à l'autre bout de la France, etc., vous avez peu de chances de vous en sortir. Surtout s'il y a un gros héritage en attente. Il vous reste quelques minutes, je suis désolée. Et donc, il y a un coaching, c'est ça, qui est proposé aux porteurs de projets ? Ce que l'on essaie de faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, de déniaiser, c'est-à-dire d'apporter des éléments, etc. Deuxièmement, de dialoguer avec les gens, que ce soit avec des communes ou que ce soit avec des porteurs de projets, vraiment de discuter avec eux. Et on peut dire que dans au moins la moitié des cas, des porteurs de projets, y compris ceux qui pensent avoir atteint un degré de maturité, etc., ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas intégré les réalités de la vie. Ils n'ont pas intégré un certain nombre de choses. Quelquefois financières, mais souvent plus sociales. Faut appeler à chat. Il y a énormément de romantisme dans tout ça. Énormément de romantisme. Et je voudrais terminer cette première phase dans les 2 heures qu'on me donnera tout à l'heure pour expliquer le reste. Je pourrais aller plus loin. Mais pour l'instant, si vous voulez, il y a un truc extraordinaire. Pour les communes, dire « j'existe », en quoi est-ce suffisant pour convaincre des gens de venir chez vous ? C'est pas le fait d'exister. C'est le fait de proposer une offre, de proposer quelque chose qui est super sympa, quoi. Il y a besoin. Et on revient aux fondamentaux de la pyramide de Maslow. Hein, mais sauf qu'on va peut-être passer assez vite sur le bas, si vous voulez. Aujourd'hui, tout le monde mange. Les grottes, c'est bon, voilà. On va être un peu plus dans la pointe. Mais véritablement, il faut que les communes soient capables de formuler, d'intellectualiser et de marketer, si vous voulez, une véritable offre que j'appellerais une offre de service. Et c'est l'adéquation entre la commune, son offre de service, et le porteur de projet qui va permettre une rencontre qui va être fructueuse et qui va fonctionner. Alors justement, il y a énormément comme je disais tout à l'heure, de romantisme là-dedans et de choses qui sont... On va faire le lien justement au territoire. Là, on en était plus déjà aux porteurs de projets. Peut-être ce qu'on peut retenir de ce que nous ont dit Christelle et Monsieur Deville, c'est vraiment toute l'importance de rencontrer d'autres porteurs de projets, de bénéficier de retours d'expérience en amont, qu'il y a des acteurs qui peuvent nous accompagner aussi très en amont.
Et ça, c'est intéressant. Et puis, de ne pas hésiter à aller sur les territoires. Christelle disait expérimenter le territoire. Ça, c'est quelque chose de très important pour aller justement à la rencontre en fait, des acteurs. Donc, toute cette phase préalable, effectivement, elle est essentielle. Et puis, comme M. Deville le disait, c'est vrai qu'on est sur du temps long. Déjà, un projet de création classique, on est déjà sur du temps un peu long. Maintenant, un projet de création avec un projet de migration, on est sur des temps encore plus longs. Et ça, c'est bien normal pour maturer le projet. Sur le volet économique, n'hésitez pas aussi à rencontrer les acteurs urbains de la création d'entreprise. Ouais. Alors ça, on va y revenir sur les conditions d'activité. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on a un regard sur le territoire. C'est-à-dire que là, on a eu un regard sur le porteur de projet. Et effectivement, le fait de toute l'importance de se préparer en amont. Maintenant, ce qui est important, c'est de regarder pour que ça fonctionne aussi, et comme le disait là tout de suite Monsieur Deville, c'est de regarder ce qui se passe là sur les territoires, et finalement de regarder aussi comment effectivement les territoires se positionnent par rapport à l'accueil de nouveaux porteurs de projets, l'accueil à la création d'activités. Qu'est-ce qui est mis en place pour faciliter justement et travailler cet accueil? Et donc là, pour ce sujet-là, donc c'est Madame Drault qui va intervenir. Donc Charlotte, si vous pouvez peut-être aussi en quelques mots vous présenter l'AOU, et puis surtout pouvoir nous présenter comment vous travaillez avec les territoires, donc les communes, les intercos, pour aider justement à faciliter après cette rencontre avec les porteurs de projets, et comment vous travaillez avec eux justement cette question d'accueil. Merci. Merci du coup. Je vais effectivement vous présenter rapidement ce que fait l'AOU. C'est bien de passer en troisième parce que j'ai envie de rebondir sur plein de choses qui ont été dites. Donc je vais essayer de le faire tout en gardant le fil de mon propos. Je vais commencer en rebondissant sur ce que vous disiez, qui est très vrai, qui est de dire que pour un territoire, le fait d'exister ne suffit pas en fait à attirer une nouvelle population. Sinon, ça se saurait. Il y aurait déjà un mouvement de fond vers les communes, vers les départements, qui serait plus important que celui qui existe aujourd'hui. Pour reprendre le fil un petit peu de l'AOU, pour vous expliquer qui nous sommes, une petite entreprise du coup de 7 personnes, vous l'avez compris, on a un siège social qui est à Limoges, une partie de l'équipe, moi en fait, à Clermont-Ferrand, et on a eu le pressentiment il y a 5-6 ans déjà que l'hypermétropolisation n'allait plus vraiment être la norme, qu'il y allait y avoir une envie comme ça de retour vers les territoires qui, même si elle ne serait jamais majoritaire, parce que vous avez tout à fait raison pour dire que l'urbanité reste une norme, allait s'accentuer. Le Covid, effectivement, est venu donner raison à ce pressentiment et à accentuer encore ce mouvement de fond qui existait déjà. Le Covid a rajeuni aussi, pour information, enfin nous on l'a ressenti, le profil des porteurs de projets. Nous, c'est vrai que notre cible d'interlocuteurs d'actifs en mobilité était plutôt comprise, je dirais, entre 30 et 45 ans. Et c'est vrai que depuis le Covid, on voit que ça rajeunit un peu. 25, voire 22 ans, des gens qui finissent tout juste leurs études et qui savent déjà qu'ils ont une envie de quitter une grande métropole, ou qui savent déjà qu'ils souhaitent vivre ailleurs. En parallèle de ce pressentiment qu'on a eu et de ce constat qu'on a fait, on a aussi fait le constat, et là je pense que je ne vous apprends rien, et ça rebondit sur ce que disait M. Deville, que les territoires n'étaient pas forcément du tout outillés pour attirer, séduire et se faire connaître finalement de ces actifs qui sont dans une réflexion de mobilité. Et ça me permet aussi de rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, qui était très intéressant, où tu expliquais que les porteurs de projets aujourd'hui que tu accompagnais étaient des gens qui avaient trouvé le territoire, par exemple en cherchant sur Internet, ou qui connaissaient déjà ton territoire. Heureusement qu'il y a des gens effectivement qui savent déjà où est-ce qu'ils veulent aller, parce qu'ils ont des attaches dans le territoire, parce qu'ils y sont passés en vacances quand ils étaient gosses, parce qu'il y avait leur grand-mère, leur tante qui habitait ici, peu importe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour un territoire rural, donc une petite comme il y en a des centaines et qui sont toutes très charmantes en France, il y a en réalité très très peu de chances pour que quelqu'un, un actif, tape le nom de votre territoire sur Internet pour vous trouver. Ça arrive pratiquement jamais en fait, sauf s'il vous connaît déjà.
Mais on le sait, on est loin de connaître aujourd'hui tous les territoires en France et tous les territoires qui pourraient nous plaire. Donc ce constat que les territoires, ils ne sont pas du tout outillés, non seulement pour exister, mais en plus pour attirer, pour séduire, etc., c'est un constat. Parce qu'il y a des territoires, du coup, même si la personne va le taper sur Internet, elle ne va pas forcément trouver grand-chose en plus. Donc voilà, ça c'est le premier constat. Et du coup, de se dire que ces territoires, ils ne sont pas outillés pour être connus, pour attirer, pour séduire, etc., ça a fait que pendant des années, alors je caricature un peu, hein, vous me pardonnerez, mais les gens, ils sont tous allés à Bordeaux, en fait, ou à Lyon, ou à Toulouse. Vous voyez, il y avait une espèce comme ça de sexy attitude de ces grandes métropoles. Non pas que les gens étaient persuadés que Bordeaux, Lyon ou Toulouse allaient leur correspondre à 300%, mais parce que finalement, il y avait quand même cette forme de méconnaissance qui coupait une partie des envies ou une partie des possibilités de mobilité en France. Ça, c'était un petit peu sur mes propos introductifs. Pour très rapidement vous présenter là où, donc nous, notre service, c'est un service qu'on apporte au territoire, donc les Comcom, effectivement, parfois des départements, les petites et moyennes villes, qui ont besoin d'attirer de nouveaux habitants, qui veulent travailler sur leur attractivité, parce que pour certains territoires, c'est vital, en fait, d'attirer de nouveaux habitants. Ils en perdent parfois depuis des décennies, etc., etc. Sans tomber pour autant, je fais une parenthèse dans mes propos, sans tomber pour autant dans une espèce de pathos du petit territoire rural qui se meurt parce qu'il perd des habitants, etc., ou qui se meurt parce qu'il n'est pas au-dessus du seuil des 300 000 habitants à partir duquel on va le considérer comme un espace urbain. Il y a aujourd'hui des campagnes qui vont très bien. Il y a des campagnes où le petit bourg, même s'il a effectivement assez peu d'habitants, représente une forme d'urbanité et représente une forme d'accès aux services, etc. Je ferme la parenthèse, on pourrait en discuter longtemps. Donc notre service s'adresse à ces territoires pour les aider à attirer des salariés, des artisans, des commerçants, des télétravailleurs, des soignants, qu'est-ce que j'oublie, des actifs de tout profil. Qui ne connaissent pas du coup leur territoire ou qui le connaissent très peu ou qui ne l'avaient pas envisagé pour leur mobilité. Donc l'idée, c'est de dire à ces territoires, on va vous parler de ces gens qui veulent plus ou moins s'installer dans votre zone géographique ou qui veulent certains critères qui nous a semblé correspondre un petit peu à ce que vous offrez vous en termes de cadre de vie, etc. Ça, c'est ce qu'on apporte au territoire. Et puis, bien sûr, tous les jours, nous, on a une équipe qui est en lien avec les actifs en mobilité, ce qu'on peut appeler porteurs de projets également. Donc, tous les jours, on crée du lien. C'est le côté un peu passionnant aussi de notre métier, avec des gens au téléphone qui vont nous expliquer pourquoi ils veulent partir, quand est-ce qu'ils veulent partir, quel est l'âge de leurs enfants, le métier de leur conjoint, d'où est-ce qu'ils sont originaires et de quoi ils ont peur, et etc., etc., etc. Parfait, j'ai presque fini. Donc on apporte cette espèce de conseil aux actifs pour les aider à se poser les bonnes questions en amont, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, quel territoire pourrait me plaire, etc. On les met en lien avec le territoire. Donc là, on va fournir au territoire, on a un petit logiciel où ils ont une petite fiche sur chaque personne qui peut être intéressée par leur territoire. Donc comme je vous le disais, l'âge des enfants, le métier, etc. Et de l'autre côté, on va accompagner le territoire à mettre en place ce qu'on appelle... On peut l'appeler conciergerie, on peut l'appeler guichet d'accueil, on peut l'appeler guichet unique, peu importe. L'idée, c'est que la collectivité en question s'organise, s'appuie sur son écosystème local, s'appuie sur ses acteurs locaux, s'appuie sur des actions telles que le PNR met en place, etc., pour pouvoir aider concrètement les actifs qui voudraient s'installer chez eux. Donc de dire, madame est infirmière, je vais la mettre en relation avec la maison de santé du territoire, monsieur est un télétravailleur, je vais aller lui présenter les différents espaces de coworking, etc., etc. Donc nous, on commence à accompagner, on aide à se poser les bonnes questions, ensuite on met en relation avec le territoire qui s'est organisé pour avoir vraiment tout son écosystème d'acteurs qui soient mobilisés derrière lui. Et puis ensuite, même parfois, on propose effectivement de venir visiter le territoire parce que c'est important. Là, je rejoins tous les intervenants aujourd'hui, de confronter son projet à la réalité à un moment donné. La promesse en quelque sorte qui est faite aux actifs dans ce genre de cas, c'est pas forcément qu'ils vont trouver un boulot en 2 semaines, ce serait pas du tout réaliste. La promesse, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va être votre interlocuteur unique
En Creuse, c'est Nathalie. En Meuse, c'est Marie-Pierre, peu importe, qui connaît bien son écosystème local, qui va vous appeler régulièrement, qui va suivre le projet avec vous et qui va vous aider à activer les bons contacts, les bons leviers pour vous permettre de mettre en œuvre votre projet de mobilité. Donc on est effectivement sur des territoires qui se sont organisés à la fois pour vous toucher, c'est-à-dire pour que vous les connaissiez, mais en plus pour vous aider à concrétiser ça. Est-ce que, Monsieur Deville, vous voulez compléter aussi sur cette notion justement d'accueil, de stratégie d'accueil des territoires ? J'ai relevé trois mots sur lesquels je voudrais dire quelque chose. Le premier point, sur l'immensité de l'offre, il a été démontré en nombreuses circonstances que l'homme n'est pas capable de compter au-delà de 7. Au-delà de 7 choix, il est définitivement perdu. Déjà, le choix binaire, souvent, le perd, si vous voulez. Alors, quand vous commencez à dire il y a tout le territoire en face de vous, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est valable à peu près pour tous les sujets. Le deuxième sujet sur lequel je vous propose de réfléchir, c'est qu'il se trouve que j'ai présidé pendant de nombreuses années le club des présidents de clubs de grandes écoles. Et on a fait des études, comme ça, par curiosité. Où habitaient les diplômés des 16 grandes écoles françaises, que ce soit école de commerce, école d'ingénieurs. Il y a très peu d'énarques à Tréfouilly-les-Binettes, très peu de polytechniciens à Tréfouilly-les-Binettes, très peu d'HEC à Tréfouilly-les-Binettes. Même dans Paris, regardez bien géographiquement, il y en a très peu dans certains quartiers de Paris, ou de Lyon, ou de ce que vous voulez. Et je pense que c'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire que globalement, les gens qui ont des postes de grande direction, ou les gens qui ont l'ambition d'aller dans ce truc-là, globalement, sont des urbains et vont vers l'urbanitude. Globalement. Et la grande chance que l'on a actuellement sur les critères que j'évoquais tout à l'heure, c'est que certains peuvent maintenant imaginer d'être délocalisés. Et ça entraîne un microcosme extrêmement fort. C'est-à-dire que peut-être que, et je vois dans mon coin, dans le Perche, si vous voulez, alors vous me direz que le Perche, c'est le 21e arrondissement de Paris, hein, etc., etc. Mais c'est un endroit bobo, si vous ne connaissez pas, c'est frontière de la Normandie, du Maine, etc. C'est effectivement un endroit où il y a beaucoup de people, etc. Bon, très bien. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des affaires, des gens qui savent lire, écrire, des gens, etc., qui s'y installent à temps principal. Ça change un petit peu l'environnement et ça change un certain nombre de choses. Je voudrais rajouter un point sur le budget. Parce que, là aussi, je parlais de romantisme tout à l'heure, il y a des choses qui sont extraordinaires. Il y a énormément d'entreprises, de petites PME, etc., à céder dans nos provinces. Énormément. Il n'y a qu'à regarder la structure d'âge des chefs de petites entreprises. C'est même inquiétant, si vous voulez. Et il y a un principe qui est absolument extraordinaire. C'est que, alors, encore une fois, moi j'aime bien les statistiques arc-boutées, etc. La réalité est bien sûr beaucoup plus nuancée. Mais globalement, les gens se logent à 10 fois leur salaire annuel et l'achat d'une entreprise, c'est le prix du logement. Autrement dit, quelqu'un qui a 25 000 euros par an a une maison à 250 000 euros et à 250 000 euros pour acheter une entreprise, pour schématiser. Quand on sait que le prix moyen d'un logement en France est de 150 000 euros, quand on sait qu'en moyenne, une entreprise, ça vaut 7 fois son EBITDA, regardez ce que ça implique par rapport au tissu de PME françaises, par rapport aux artisans, etc. Il y a une vraie problématique. Alors, avec une petite difficulté, qui se trouve qu'à l'ordre des experts comptables, j'ai quand même un truc, j'ai été responsable, en tout cas je suis membre de la commission d'évaluation d'entreprise, et je me bats depuis de nombreuses années en disant, attention, quand on parle de petites entreprises, on ne parle pas de finances, et les raisonnements ne sont pas les mêmes. Globalement, les gens n'achètent pas une entreprise financière, ils s'achètent un travail. On est dans l'ancien régime. Dans l'ancien régime. On s'achète une charge. Et le prix de l'entreprise, c'est une caution que l'on paye quelque part, si vous voulez, pour pouvoir avoir un salaire. C'est une démarche qui est absolument fondamentale et que les gens n'ont pas. Et que les chambres de commerce n'ont pas. Que les maires n'ont pas, si vous voulez. Il faut être très
terre à terre dans toutes ces questions. Il faut arrêter de se raconter les salades. On voit des choses absolument fabuleuses. Alors peut-être justement vous ouvrez la porte sur la troisième condition, qui est les conditions d'activité. Alors, et là, pour le coup, on va laisser la parole à Bénédicte Dupré, voilà, qui ne sait pas encore. Alors, juste pour terminer, on essaie d'expliquer ça aux gens dans le cadre de Commune Opportunité, de façon à ce qu'ils atterrissent de façon intelligente et que les choses puissent se faire. Sur la deuxième condition, là, sur effectivement travailler sur l'accueil des porteurs de projets, parce qu'effectivement une rencontre, ça se fait dans les deux sens, porteurs de projets et territoire. Pardon, d'un coup je m'aperçois que j'ai plus de micro. Peut-être que vous pourrez réillustrer aussi tout à l'heure certains, et peut-être dans la salle, comment se fait ce travail-là aussi. De nouveau, il y a Vladek qui est là. Dans le Beaujolais, il y a toute une démarche autour des villages d'accueil, justement des élus, des habitants, des acteurs associatifs qui se regroupent pour justement faciliter l'accueil et l'intégration des porteurs de projets. Donc peut-être Vladek pourra nous en dire deux mots tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des dynamiques sur les territoires, sur un certain nombre de territoires. Et c'est intéressant d'aller farfouiller pour les rechercher. Donc Bénédicte Dupré, je vous laisse la parole. Donc là, on en vient sur notre troisième condition, qui est vraiment, bien sûr, les conditions d'activité. Donc on a vu tout à l'heure toute l'importance de se préparer en amont, de se poser les bonnes questions, de travailler son projet de vie. On a vu toute l'importance de l'articulation avec le territoire, voilà, pour qu'il y ait rencontre. Et un élément fondamental voilà, que vous avez introduit, notamment Monsieur Deville, c'est vraiment les conditions d'activité. Et ça veut dire, les conditions d'activité, c'est d'une part du côté du porteur de projet, comment lui, il travaille effectivement son activité professionnelle, mais c'est aussi du côté des territoires. Notamment, on a mis en avant Charlotte, Monsieur Deville, Christelle, le travail que font les territoires pour construire et qualifier des offres d'activité, des offres de reprise. Ça veut dire aussi derrière, pour les acteurs des territoires, s'assurer aussi de la viabilité, de la validité de ces offres, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je vous laisse la parole pour savoir effectivement comment, au niveau de la DEFPAT, vous accompagnez cette dimension, et peut-être en nous disant déjà deux mots sur la DEFPAT. Ok. Non, c'était momentané, mais c'est pas grave. Alors donc, on n'est plus, on arrive, le match entre territoire et porteur de projet, c'est fait. Et nous, on intervient à ce moment-là. Alors, comme je l'ai dit pour ceux qui étaient là au tout démarrage, mes propos vont pas être applicables sur votre territoire parce que nous, on intervient sur 6 départements. Donc, Lot, Aveyron, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne et la partie rurale de l'Hérault. Mais du coup, en vous écoutant et en écoutant les gens, enfin, la présentation dans la salle, je me suis dit, vous allez quand même écouter mon histoire. Et quand vous allez avoir, parce que il y a pas mal d'offres, les territoires qui veulent que vous veniez, des acteurs qui vous facilitent la prise de contact, et après, il va y avoir une foultitude d'acteurs qui vont vouloir vous accompagner. Voilà. Et ça, vous allez en avoir plein. Donc, c'est super parce que moi, je ne vais pas vous accompagner, donc je ne vais pas chercher à vous convaincre que ce que je fais, c'est fabuleux. Je vais vous dire ce que je fais et vous allez voir si dans ce qu'on propose à la DEFPAT, il y a des choses qui vous semblent intéressantes. Et ça vous permettra, dans les structures qui se proposent de vous accompagner, de dire « Ah oui, ça... » de mieux peut-être qualifier vos attentes par rapport aux accompagnements qu'on va vous proposer. Voilà un petit peu la proposition que je vous propose. Enfin, bien sûr. Donc, la DEFPAT, on est une très vieille association parce qu'on a 40 ans, basée en Occitanie. Et nous, depuis le début, et on n'a pas dérogé à cette règle, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des projets en milieu rural, créateurs d'emplois et d'activités. Les projets, ils peuvent être individuels, collectifs, tout secteur d'activité. On accompagne les acteurs publics comme les acteurs privés. Ce qui fait notre spécialité, c'est la manière dont on les accompagne. On les accompagne avec une méthode qui est particulière, à ma connaissance unique en France, qu'on appelle la formation-développement.
Pourquoi on dit formation-développement? Parce que on dit formation parce qu'on est attaché à ce que les acteurs qu'on accompagne, ils montent en compétences, ils fassent évoluer leurs compétences. Voilà. Donc, on fournit pas un business plan, on fournit pas une liste d'adresses, on fournit pas du financement. Voilà. C'est vraiment un accompagnement avec une montée en compétences. Donc, formation, développement. Et le deuxième mot, c'est développement. Le développement, c'est que à la fin de l'accompagnement, il y a une sortie opérationnelle. Voilà. Que le projet, il démarre, que le projet, il soit sur les rails. Voilà. Alors, cette méthode unique, elle a 3 caractéristiques. On fait du sur-mesure. Il n'y a pas, même si on accompagne deux boulangers, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes territoires, c'est pas les mêmes projets. Il n'y a pas 2 projets, on n'a pas une offre catalogue. Voilà. Donc, chaque accompagnement est vraiment unique. On va beaucoup travailler, et je vais y revenir, sur l'ancrage territorial. Et ça revient au propos d'aujourd'hui. Effectivement, bon, c'est super, les rencontres entre territoires et porteurs se sont faites, mais après, c'est comment mon activité, elle s'insère dans l'écosystème local, parce qu'on est convaincu qu'un projet, il est durable et il est viable et plaisant pour ses porteurs que si il s'insère dans son écosystème. Et la 3e caractéristique, vous le verrez aussi, ça va être trop long, je vais faire hyper court, ça va être vraiment trop long, c'est le haut niveau d'ingénierie. À ma connaissance, il n'y a pas autant d'ingénierie qui est mis autour d'un porteur de projet, et j'y reviendrai. Donc, je vais essayer de faire vite. Je voulais vous raconter en même temps l'histoire de porteurs de projet. L'étape 0, vous êtes un porteur de projet qui est sur un territoire ou vous allez arriver sur leur territoire. Ok. Première étape, toc, 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 vous allez frapper à la porte d'un acteur local. Alors, c'est souvent une communauté de communes, un parc, un PETR, ou dans le cas de la DEFPAT aussi, tous les consulaires, ou un acteur économique. C'est tous nos adhérents, en fait. Voilà. Toc, 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 vous frappez la porte du territoire. Donc, par exemple, Vincent et Naïs, 30 ans, ils en ont marre d'Aix-en-Provence. Elle est violoncelliste et lui, il a bossé dans le BTP. Ils ont un coup de cœur sur une petite bâtisse dans l'Aveyron. Paf, ils vont voir la personne de la communauté de communes. Du coup, il y a un premier niveau d'ingénierie, c'est le technicien local de la Comcom qui le reçoit et qui fait quelque part une première analyse du projet, qui voit si c'est en phase un peu avec la stratégie de développement, s'il n'y a pas de frein majeur, etc. Et puis la personne, elle se rend compte que le projet il est compliqué, qu'il est atypique, que il n'a pas forcément le temps ou les compétences en interne. Hop, ce technicien local, toc, 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 il va frapper à la porte de la DEFPAT. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Et puis, à la DEFPAT, on a une petite équipe de 10 salariés sur les 6 départements. Et il y a le conseiller à DEFPAT qui arrive. Voilà, avec... Vous avez tout, hein, comme ça. Ouais, mais on est à cheval. Ouais. Puis sur la Lozère et tous les causes, voilà, on y va à cheval, tout à fait. Donc on arrive, on rencontre le porteur de, donc c'est hyper concret. Hein. Je vous fais du storytelling et tout, voilà. Et donc Aurélie va m'accorder 2 minutes. Donc le conseiller, nous on appelle ça un conseiller en formation développement. Hein. Le conseiller rencontre le porteur de projet et le technicien local. Donc on se met premier cercle autour du porteur. Bon. Et là, par contre, on va travailler, on va vraiment analyser les besoins. Moi, j'insiste vraiment, parce qu'un besoin, c'est pas juste dire je voudrais ouvrir une épicerie. Ça, c'est pas un besoin. Hein, ça, c'est pas un besoin. Donc, on va creuser le besoin du projet, mais aussi du porteur. Parce que s'il y a une dissonance entre les deux, que le porteur, il veut ouvrir une épicerie, que son projet, c'est d'ouvrir une épicerie, mais que, en fait, il arrive pas à se lever avant 11 heures, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller. Donc, on va vraiment travailler aussi, on fait pas de la psycho non plus, mais on va travailler aussi sur l'adéquation homme-projet. Hein. Donc, ça, c'est important. On analyse le besoin. On va analyser l'écosystème dans lequel il va s'inscrire. Et puis, donc là, vous voyez, c'est le 2e niveau d'ingénierie. Donc, on a notre technicien local et on a notre conseiller à DEFPAT. Et le conseiller à DEFPAT, il va analyser le besoin et faire de l'ingénierie pédagogique. Et on va chercher le 3e niveau. Mais vous verrez, c'est super efficace. On va aller chercher un consultant. On a avec nous un réseau de consultants. On a 70 consultants qui sont référencés pour accompagner des projets
quel qu'il soit. Et là, et donc là, toc, 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 on va chercher le consultant, on repart à cheval, et on met autour de la table le technicien local, le porteur de projet, tout ça. Ça fait très long, mais ça peut être très, très rapide. Et ensemble, ils vont construire le parcours d'accompagnement. Et ça, c'est important, ça fait long comme ça, c'est que là, on est sur mesure. C'est quoi construire le parcours d'accompagnement? On définit les objectifs. Ben là, Naïs et Vincent, ça allait de la stratégie commerciale, marketing, le plan éco, le modèle éco, les investissements, etc. Ils définissent, OK, combien de temps ça dure? Ça dure 3 mois, ça dure 18 mois, pas de souci. Combien de jours d'accompagnement? C'est 3 jours, c'est 18 jours. C'est en demi-journée, c'est en pleine journée. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que va faire le porteur de projet entre 2 séances. Il a du travail à faire à la maison. Voilà. Et c'est là où on revient sur cette notion d'acquisition des compétences. Et puis, voilà. Et puis, une fois que tout le monde est d'accord, tous ces acteurs-là, on met autour du porteur de projet ce qu'on appelle un groupe d'appui au projet. Alors là, tous les acteurs qui sont censés compléter, donner des outils, être des ressources, financer. Donc, par exemple, Naïs et Vincent qui ont trouvé ce bâtiment à côté de là, eux, ils voulaient créer un restaurant gîte. Il faut que c'est bon, un restaurant gîte, mais aussi faire de la programmation culturelle. Voilà. Donc, on retrouve le centre culturel local, France Active, parce que c'est des acteurs qui relèvent de l'ESS, parce que l'agence départementale de la culture, l'agence départementale de l'attractivité, la DRAC, les offices de tourisme, les CCI, la CMA, etc., etc. Bien sûr, ils veulent cuisiner avec des produits locaux. Donc, voilà. Donc, tous ces acteurs, on les met autour de la table. Et donc, ils vont... d'une part, compléter, moi je peux faire le business plan, moi, très bien, nous la DevPat, on vient en complémentarité de ce que les autres proposent. Voilà. Il y a toujours des creux, et nous on va se mettre dans les creux. Et c'est super pour le porteur de projet parce que, en une fois, il rencontre tout son écosystème local. Voilà. Dernière étape, l'accompagnement se passe là c'est vraiment le consultant et le porteur de projet. Voilà, ça peut durer de 3 à 10 jours, de 3 mois, 18 mois. Et à la fin, c'est ce groupe d'appui au projet, donc tous ces acteurs que je vous ai cités, on fait un gap de fin. Alors, d'un point de vue marketing, on l'appelle le gap tremplin. Comme ça veut dire que l'activité se démarre. Et pour voir un petit peu les résultats de l'accompagnement, où en est le porteur. Et puis, il y en a qui vont prendre la suite, il y en a qui vont aller financer, il y en a qui vont l'inscrire dans un guide lambda, il y en a qui vont faire un produit touristique. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'issue de ce parcours-là? On a une personne qui a acquis des compétences, on a un projet qui démarre, on a un porteur de projet qui connaît et qui s'est inscrit dans son environnement, et on a aussi les acteurs de cet environnement qui le connaissent. Et ce réciproquement est vraiment très important. Voilà, j'en ai fini. Et on va tester, on lance tout doucement, puisque depuis 40 ans, on a accompagné beaucoup de porteurs de projets. On va créer un réseau des porteurs de projets de la DevPat, mais pour entretenir justement le lien entre cette communauté de porteurs de projets de la DevPat. Mais c'est encore... Pour les porteurs de projets, l'interconnaissance, garder le lien avec la DevPat, parce que du coup, c'est quand même un chemin assez fort, garder le lien, de faciliter aussi les interconnexions, notamment sur des activités, des complémentarités, et poursuivre la montée en compétences avec des logiques de communauté apprenante. Voilà un petit peu. Donc ça sera, on est en train, alors le terme, ça va être l'after de la DevPat. Voilà, parce que c'est après l'accompagnement. Merci beaucoup, Bénédicte. C'est très bien. Célia, je vous propose qu'on prenne un petit temps, si vous avez des questions, voilà, un petit temps de questions là avec la salle, et puis après, je vous redonnerai la parole. Est-ce que ça suscite un peu des questionnements par rapport à là où vous en êtes de vos projets, par rapport à des acteurs que vous avez rencontrés Est-ce qu'il y a besoin de plus de précision? Il y a monsieur Célia.
Bonjour. Moi, j'ai pas de projet particulier, mais ce qui m'intéresse, puisque nous aussi on fait de l'accompagnement, mais sous une autre forme, puisqu'on est plutôt sur la partie financière. Ce qui m'intéresse, c'est dans vos organisations, vos associations, et vu l'antériorité pour certaines, vous avez dit 40 ans, c'est d'une part, est-ce que vous refusez des dossiers ? Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de dire à certains porteurs de projets, et là je rebondis sur ce que disait M. Deville tout à l'heure, sur le côté un peu romantique de certains projets, est-ce qu'il vous arrive de devoir dire à certains porteurs de projets, ben non, c'est pas viable, vous n'y arriverez pas. Et après, c'est plus sur le côté statistique, sur l'antériorité de vos accompagnements, le nombre, entre guillemets, enfin le pourcentage de réussite de ces projets, on va dire au-delà de la 5e année, quoi. Alors, peut-être votre micro, Monsieur Deville. Ouais. Oui, je ne sais pas si... Non. Comme je suis plus généraliste que madame, je vais répondre en premier. En fait, les porteurs de projets viennent gratuitement sur Commune Opportunité. Donc, si vous voulez, ce que l'on essaie de faire, c'est avec eux, de les faire, je dirais, accoucher par la maïeutique de la bonne approche, d'avoir un projet qui se concrétise intellectuellement, si vous voulez, avant de passer aux phases opérationnelles. Donc, par définition, projet est un d'une commune. Celui de la commune me plaît énormément. Ça a été un des premiers clients, c'est la commune des Mureaux. Alors, les Mureaux, c'est en banlieue parisienne. C'est célèbre pour ses cités HLM. C'est célèbre pour ses bandes de voyous, etc., etc. Bon. Un truc extraordinaire. Alors là, ce n'est pas la commune, c'est l'association des habitants qui est devenue cliente chez nous. Et cette association des habitants a expliqué que les Mureaux, ce n'était pas ce que l'on croyait, que les Mureaux, il y avait plein de choses. Notamment, il y avait la forêt, il y avait... etc. Et puis après ça, ils ont passé 4 annonces. Alors une première annonce qui me plaît énormément, ils ont dit, chez nous, il y a 88 nationalités différentes, il y a 88 langues différentes, il y a 88 faciès différents, 88 gastronomies différentes, 88 religions différentes. Les gars, si vous voulez tourner un film exotique, allez pas plus loin, venez chez nous, on a tout ce qu'il faut pour vous. Et ben, résultat, la télévision est venue tourner des polars, des machins, etc. aux Mureaux. Bon. Le deuxième point, ils ont dit, on est en train de débétonner nos aires pour mettre des pelouses. Donc on cherche des bergers urbains. Par le site Commune Opportunité, ils ont trouvé berger urbain. Je ne sais pas comment, mais c'est berger urbain qui ont répondu. Hein, que je fasse. Le troisième point, c'est qu'ils ont dit, il y a un château à l'abandon, mais il y a un château au Mureaux. On ne sait pas quoi en faire. On aimerait bien que quelqu'un nous propose un usage du château. Eh bien, figurez-vous, il y a un restaurateur étoilé qui dit, je pourrais ouvrir un restaurant étoilé dans ce site qui est vraiment des paysans. Le quatrième point, ils ont dit, les Mureaux, c'est Ariane Espace. Ariane Espace, c'est l'électronique, c'est la soudure, c'est etc., etc. Donc, si vous voulez créer une entreprise, développer des choses dans ce domaine-là, chez nous, il y a une main-d'œuvre qualifiée, et en plus de ça, dans une zone industrielle, où il y a de la place. Alors, en sens inverse, c'est porteur de projet. Il y a justement un porteur de projet qui est un gagnant du concours des cuisiniers, etc., et qui est étoilé à Paris, et qui dit, moi, je rêve d'ouvrir un restaurant dans un endroit complètement atypique, qui soit un restaurant de campagne, entre guillemets, dans un endroit atypique. Si vous, commune, vous avez quelque chose comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Dernier exemple, et je rends la parole, un type qui a inventé un gâteau sec, enfin un truc. Il a inventé ça, il a fait ça dans sa cuisine, il est type HEC, etc. Et il a réussi à faire référencer son gâteau par Franprix et quelques autres trucs comme ça. Mais à un moment donné, la cuisine ne suffit pas. Donc il a passé une recherche en disant, moi j'aimerais bien, s'il y avait quelque part un laboratoire disponible dans une commune, dans lequel je pourrais fabriquer de façon un peu plus industrielle, entre guillemets, sans pour autant être encore déjà industriel, mes gâteaux pour pouvoir livrer. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une commune qui avait un laboratoire qui avait fait faillite et que ça permettait de... etc., etc. Vous voyez, des choses comme ça aussi concrètes. Excusez-moi. Alors, à votre question sur est-ce qu'on refuse, on refuse. On n'accompagne pas les gens qui ne veulent pas être accompagnés. Ça arrive beaucoup.
Voilà. Et là, quand même si c'est le territoire qui vient nous chercher, mais on sent une personne qui n'a pas envie d'être conseillée, etc., c'est ça qu'on va regarder. Par contre, on ne refuse jamais, même si le projet nous semble décalé, infaisable, irréaliste, etc., tous les a priori qu'on peut avoir, ça, on ne refuse pas. Jamais, jamais. C'est presque une déontologie à la DEFPAT. Qui on est pour juger? Qui on est? Voilà. Parce que, par exemple, la DEFPAT a été à l'initiative de l'implantation de l'usine Stark à l'Aïeul, de la relance et au départ, autant vous dire que personne n'y croyait. Bon, donc qui on est? Et nous, on préfère, on va pas on va plutôt accompagner le porteur de projet à se rendre compte lui-même que son projet, ok, c'est de l'argent public, c'est 2-3 jours de temps de consultant, c'est de l'ingénierie. Lui faire rendre compte lui-même que son projet n'est pas adapté, viable, etc. Quelque part, c'est pour ça que la notion de réussite, on va y revenir, elle est relative. Est-ce que c'est un échec pour autant que la personne? Parce que la personne, si elle s'en était pas rendue compte, elle se lance, et puis après, c'est beaucoup plus grave pour elle, pour son environnement, et aussi pour les acteurs publics. Voilà. Donc, le taux de réussite, quand on accompagne... Voilà. Donc, il y a cette notion de réussite qui, quand même, que nous, on prend, en tout cas, avec précaution. Si on prend la notion création d'emplois, création d'activités, machin, on est à peu près à 90%. Voilà, au bout de 5 ans. Mais comme on n'est pas à l'aise avec cette notion de réussite, même si elle est positive, ce qu'on a mis en place depuis 2021, c'est on mesure l'impact de notre action, l'impact social de la DEFPAT et de nos accompagnements. Parce que c'est quoi? Quelle est la réussite? C'est la création d'emplois, où finalement le mec il a créé son entreprise. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'était pas pour lui et qu'il a décidé d'être salarié dans la. Est-ce que c'est un échec? Donc, on va plutôt essayer de travailler avec tous les indicateurs de l'impact, plutôt de l'impact social, de l'impact de ce nouvel arrivant sur le territoire, ce que ça aura généré. Voilà. Donc, on est en train de déporter un petit peu le sujet, c'est lourd, mais on inclut ces données-là, à la fois dans les méthodes d'accompagnement, mais dans la mesure des résultats. Voilà. Si je peux répondre un petit peu de côté, mais bon, voilà. Voilà, mais sinon, nous, en gros, c'est 90%. Voilà, c'est 90%. Mais attention aussi, c'est quoi la réussite? Voilà. Et on parle vraiment de mesure d'impact ou mesure d'utilité, parce que si c'est quelqu'un qui est salarié, qui est impliqué dans une association qui est bénévole pour faire vivre un tiers-lieu, qui etc., l'utilité sociale de cet acteur-là, pour nous, elle est tout aussi importante que la création d'un emploi ou d'une activité sur un territoire. Voilà. Merci. Est-ce que tu voulais, en quelques mots, Charlotte et Christelle, peut-être en étant synthétique, oui. Comme ça on va... C'est vrai que nous, sur l'accompagnement, c'est aussi une question un peu de posture, de comment on se trouve face aux porteurs de projets. Et du coup, je pense que ce qui est d'abord, ce qu'on n'a peut-être pas beaucoup dit, ou ce que je voudrais renforcer, c'est que c'est nous, comment on va être à l'écoute de ce qu'on va nous dire en face et mettre des signaux d'alarme en disant attention, moi là, je ferai attention à ça. Et au parc, nous, on travaille en réseau. Donc, soit je suis capable de lui dire techniquement pourquoi je ferai attention à ça, soit je lui dis peut-être aller creuser avec un comptable. Renseignez-vous là. Moi, je travaillerai peut-être plus le volet économique. Il y a des porteurs de projets qui n'ont pas... moi, souvent, ce qui me paraît important, c'est de leur dire d'avoir une estimation de ce qu'ils attendent économiquement de leur projet, parce qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent dire « Ah, mais moi, je ne veux pas gagner beaucoup. » Oui, mais combien? Savoir combien on veut gagner, chiffrer les choses. Alors moi, je suis en amont du projet souvent. Et c'est déjà commencer à se dire si je chiffre, du coup, je dois attendre une rentabilité. Et voilà, c'était ce que je voulais vous dire, et en voulant pas être trop longue non plus. Merci.
Moi, je vais répondre juste un tout petit peu différemment, parce que là, vous l'avez compris, quand le projet se met en œuvre de quelqu'un qui est passé par là-haut, c'est le moment où il est déjà en contact justement avec des acteurs comme Christelle ou la DEFPAT, etc. Donc nous, du coup, il n'y a pas de sujet à refuser ou non un projet, puisqu'après, c'est sur le terrain en fait que ce sujet va être. Du coup, voilà, c'est les réponses du coup de Christelle et Bénédicte. Mais par contre, ce qu'on fait beaucoup, comme on intervient en amont, vous l'avez compris, on aide les gens à se poser les bonnes questions pour les diriger vers un territoire qui peut leur plaire et qui peut leur correspondre. En amont, oui, évidemment, on recadre, on redirige, on aide à se poser les bonnes questions. Quand quelqu'un nous parle d'une envie d'aller à la campagne, mais nous dit aussi qu'il n'a pas du tout le permis ou qu'il adore commander des sushis à 4h30 du matin, c'est notre rôle de lui dire « Oula, attention, il y a un décalage entre ce que vous dites vouloir et ce que en fait, vous avez envie de vivre ». Donc, on les aide à se poser les bonnes questions au début pour que justement, quand on passe à l'action, c'est-à-dire au moment de l'étape de l'accompagnement d'un vrai projet, parce que là, on parle beaucoup de projets de reprise d'installation, mais il peut y avoir des projets de salariat, hein, tout simplement, de retrouver un job sur place, eh bien, les acteurs locaux de l'accompagnement, justement, n'aient plus à se poser ces questions-là, de se dire, bah, mince, finalement, cette personne n'est peut-être pas très adaptée au territoire. Ils n'ont plus qu'à se poser les bonnes questions de est-ce que le projet professionnel est réalisable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pas vraiment une question. Donc moi, c'est pas vraiment une question. Donc je travaille pour la communauté de communes Creuse Sud-Ouest sur le volet accueil et attractivité. Et c'était pour partager un petit peu ce que nous, on fait dans le cadre de cette mission. Donc pour que les porteurs de projets puissent rencontrer les acteurs du territoire, on organise ce qu'on appelle les rendez-vous chez vous. Donc c'est quand un porteur de projet est déjà prêt à se positionner sur un bien immobilier, sur un logement. À ce moment-là, on lui fait découvrir le territoire. Donc il vient 2-3 jours à la charge de la Comcom et on organise pour lui une rencontre avec tous les acteurs qui pourraient être intéressants pour lui dans son projet professionnel. Très bien. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions ? Vladek, est-ce que tu veux nous parler des logements passerelles peut-être ou d'autres dispositifs sur le Beaujolais ? Logement passerelle, ça ressemble un petit peu au week-end découverte que vous proposez pour aux acteurs de venir. Nous, on est le territoire du Beaujolais qui est beaucoup plus large que juste le Beaujolais viticole. Et moi, je suis en fait sur c'est une politique d'accueil Massif Central. Donc le Massif Central s'est posé ces questions il y a une vingtaine d'années déjà. Et on est un des 15 ou 16 territoires d'Envidaire qui vous a été présenté plus haut. Et en fait, chaque territoire a un petit peu ses particularités. Sur le Beaujolais, moi, j'ai été porteur de projet. Je me suis installé il y a quelques années déjà. Et du coup, c'est un peu cette expérience-là que je peux faire, que j'apporte aux porteurs de projet. Peut-être pour témoigner, nous, on est à la base, ce sont des villages d'accueil, c'est des communes qui se sont engagées sur une politique d'accueil, qui ont constaté qu'ils avaient un gap entre les attentes, entre la vie du territoire, et qui se sont engagés sur une politique d'accueil. Et nous, on fédère ces villages au sein d'une politique d'accueil. Très rapidement, ces missions, et je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous, évoluent au fur et à mesure du temps. Ces villages politiques d'accueil sont déjà un petit peu derrière nous, et on travaille beaucoup plus par bassin de vie politique d'accueil que village. Voilà. Et peut-être pour revenir sur les porteurs de projets, nous, sur nos projets, les porteurs qu'on accueille, à peu près tous sont en reconversion professionnelle. Et tous, dans les 90%, sont parce qu'ils ont perdu les valeurs de leur travail ou pas trouvé dans le valeur. Donc on se retrouve avec un accueil qui va dans ce sens-là, dans de la création d'activités avec des valeurs fortes à maintenir. Et à maintenir, on peut l'appeler du romantisme, on peut l'appeler beaucoup de choses derrière, mais à maintenir par une rigueur entrepreneuriale au service d'un romantisme. Et c'est un petit peu cet accompagnement-là que je sens un peu à chacun à sa manière. Voilà. Et donc, on travaille énormément en réseau. Et je crois que voilà, c'est ce qu'on fait un peu tous aussi. C'est de proposer du réseau. Et chacun a un petit peu ses mots. Nous, on peut l'appeler le chemin de l'idée au projet. Et en fait, la rencontre est beaucoup pour essayer d'estimer où en est le porteur de projet sur ce chemin de l'idée au projet. Et
si possible, d'amener jusqu'à l'idée de projet pour pouvoir après faire un coming out vis-à-vis des territoires et de dire voilà, on a un tel projet qui est présent et qui est mature, et faire la rencontre entre le projet et le territoire. Oui, alors j'avoue que là, je commence à être un peu perdue maintenant, après les ateliers que je suis depuis hier, enfin les endroits. Au début, je me suis dit, c'est bon, j'ai la solution, et puis maintenant, j'en ai 25. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas une sorte d'ouverture d'un, justement, territoire ou association de territoire vers les autres. En ce qui me concerne, donc je suis implantée dans la Drôme, j'ai un doute sur le fait de vouloir y rester pour diverses raisons, climatique entre autres, mais aussi justement parce que ça devient de plus en plus attractif et j'ai pas spécialement envie de me retrouver avec tous les gens qui ont envie d'être dans l'endroit où il faut être. Donc je suis assez intéressée par Envie d'air parce que ça reste quand même dans mon secteur, mais je me dis que effectivement je ne connais pas plein d'autres endroits. Et donc, je ne vais pas non plus m'amuser à aller passer tous mes week-ends dans les fins fonds de divers territoires et campagnes pour faire des tests. Et finalement, pourquoi on n'arrive pas à fluidifier les échanges entre... voilà, j'aime... je ne sais pas comment expliquer un petit peu mon point de vue, mais... je trouve ça dommage parce que je trouve ça cloisonné finalement. Et il y a beaucoup trop. Chacun a une très bonne raison d'exister. Mais finalement, pourquoi ne pas dire la France c'est aussi petit et on peut aussi envisager d'aller très loin, mais finalement on ne le fait pas parce que par facilité. Et voilà, j'aimerais bien qu'Envie d'air, par exemple, où ce genre de réseau existe à l'échelle nationale. Voilà, c'est un petit témoignage. C'est important ce que vous dites, parce que du coup, vous êtes dans un endroit et vous commencez à avoir envie d'en partir. Effectivement, les territoires, ils sont partout en France. Ce que disait M. Deville était très vrai, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez exprimé, quand on a trop de choix, on ne sait plus choisir. On ne sait plus par où commencer. Par contre, là où je suis un tout petit peu en décalage ou en désaccord, hein, si vous me permettez, avec ce que vous dites, c'est que, en fait, si vous savez à peu près le type d'endroit que vous avez envie, sans forcément mettre un mot dessus, hein, vous avez envie plutôt d'être à la campagne, mais à 10-15 minutes d'une petite ville, parce que vous avez envie d'emmener vos enfants à l'école rapidement et d'avoir une boulangerie et d'avoir une boîte postale, ou alors au contraire, là je prends des exemples de critères, hein. Si vous avez déjà ces petits critères-là, si, il faut aller passer des week-ends dans des endroits qui correspondent à ces critères-là, à peu près dans la région que vous voulez. Vous ne pourrez pas visiter toutes les petites villes, toutes les campagnes à 15 minutes d'une petite ville en France, mais si par exemple vous avez évoqué la question climatique, il faut poser en fait toutes ces choses-là une par une pour restreindre. Vous savez, c'est comme s'il fallait réfléchir en tunnel en fait. En haut du tunnel, il y a une envie de partir, et puis plus on rétrécit son tunnel, plus on se rend compte que les critères vont se restreindre, et ça va vous permettre déjà d'avoir une première sélection d'endroits que vous pourrez aller visiter. Parce qu'effectivement, aussi une fois sur place. Mais effectivement, la question c'est pas tant de se dire j'ai envie de partir, quel territoire peut me plaire. La question c'est plutôt de se dire de quoi j'ai besoin moi dans mon quotidien. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont les critères que je priorise? Est-ce que je priorise de faire mes courses à pied et donc d'avoir une maison de bourg avec une petite cour? Ou est-ce que je priorise d'avoir un grand jardin, auquel cas je sais que je vais devoir prendre ma voiture, vous voyez? Et c'est cette espèce de positionner le curseur sur les différentes choses qui sont importantes pour nous, qui nous permettent d'avancer, et du coup d'avoir une sélection de territoire à la fin, on se dit, je vais peut-être aller y passer un week-end pour voir si ça peut me plaire. Donc voilà, ça fait partie aussi des conseils peut-être sur la question de s'intégrer, du moins en amont, de faire son choix de territoire. Il faut déconstruire l'ensemble de ses envies, l'ensemble de son quotidien, de ce qui est important pour nous, pour du coup se poser les bonnes questions en amont, avant du coup d'avoir les bons contacts. Ou, voilà, c'est un apport par rapport à vos propos. Est-ce que vous vouliez réagir aussi? Je laisse, Est-ce que je peux compléter, Aurélie? Ouais. Juste, parce qu'il est 17, on a déjà... Mais après, je te laisse. Juste, je veux savoir, et après, on pourra donner la parole sur plusieurs sujets. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir, madame? Une question. Quand on a une idée de projet... quand on a une idée de projet et qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas le faire seul, mais c'est vraiment juste à l'idée de projet, comment trouver des partenaires ou quelqu'un ou une ou deux personnes qui seraient d'accord qui seraient d'accord. Après, le projet, il peut évoluer parce que les besoins des autres personnes peuvent aussi faire bouger l'idée de projet qu'on a, mais voilà, je ne sais pas comment faire.
Alors ça, c'est très intéressant. Ça, on est sur mon terrain, là. Est-ce que c'est en lien avec un territoire? Vous avez déjà ciblé le territoire? Non. Ah oui, d'accord. L'idée de projet, d'accord. Mais ça, c'est intéressant parce que je sais que nous, au niveau d'Envider, on y réfléchit, c'est de se dire à un moment donné comment on permet de mettre des gens en relation, effectivement, qui peuvent avoir des projets qui se rejoignent et qui recherchent. Voilà. Donc, effectivement, nous, on y réfléchit. Mais voilà, je ne sais pas. Alors, sur les territoires, c'est plus facile. Mais au-delà, je ne sais pas s'il y a des... Alors, moi, j'ai des éditoriaux sur... En quelques mots, Monsieur Deville, après, il va falloir qu'on... J'ai des éditoriaux sur le sujet. Et, il faut savoir que globalement, de l'argent, il y en a beaucoup. De l'argent pour être investi, il y en a beaucoup. Par contre, énormément de porteurs de projets cherchent simplement à faire ça à salaire. Ça intéresse personne. Hein? Il faut savoir si on a un projet qui est un projet entrepreneurial. Mais votre question, c'est plutôt de se dire, par exemple, j'ai envie de mettre en place un tiers-lieu et je vais le faire avec quelqu'un. Donc, c'est la recherche. Oui, c'était ça la question. C'est la recherche d'un associé. C'était ça. La recherche d'un associé actif, c'est comme un conjoint, etc. C'est une autre démarche. Moi, je comprenais que vous cherchiez un partenaire financier. Non. Avec les deux. Financier, mais aussi quelqu'un qui va se coltiner le quotidien. Okay. Mais l'essentiel des porteurs de projets vous disent qu'ils voudraient trouver des partenaires financiers, mais fondamentalement, ils veulent se créer un emploi. Et ça n'intéresse pas un partenaire financier. Il faut bien le comprendre. Est-ce qu'on dernière question et on s'arrête. Ouais. La question vraiment de la ouais. De comment on met en lien des gens qui ont une idée, mais moi par exemple je suis un peu comme vous, j'ai une idée plus ou moins précise, mais je ne veux pas le faire toute seule. Et du coup, comment je trouve quelqu'un qui aurait les mêmes valeurs, la même envie, avec qui je peux m'épouser comme porteur de projet. Quel est le marché? Est-ce que c'est un marché qui peut être un marché économiquement d'entreprise, donc qui peut intéresser par des bailleurs financiers, ou est-ce que c'est pour vous créer votre emploi? C'est pas du tout la même démarche. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, il nous reste rien du tout. Et donc, je vous donne 2 mots chacun pour conclure, et on peut en rediscuter après. Voilà, 2 mots chacun pour conclure. Peut-être j'avais pour ceux qui le souhaitent. Réponse, en fait, je me permets... pour quand même vous apporter un élément de réponse à toutes les deux. Je ne sais pas s'il existe des outils un peu tout faits, de type trouver un associé. Ça peut peut-être exister, chercher l'info, ça ne m'étonnerait pas. Il y a quand même beaucoup de choses facilitatrices aujourd'hui qui existent sur le net, etc. Mais sinon, je pense que le premier élément de réponse qu'on peut vous apporter, c'est, encore une fois, vous allez dire que je me répète, mais c'est de faire du lien, en fait, de créer du lien. Donc si votre projet, vous savez à peu près où vous voulez le mener, peut-être c'est ici, peut-être c'est ailleurs. En tout cas, si vous avez un espace géographique en tête, faites du lien, en fait. Allez toquer à la porte du conseil municipal, aller solliciter un entretien avec le maire, aller faire le tour du marché, discuter avec les gens qui sont présents. Et je pense que c'est un bon début, du moins quand votre projet a une implantation géographique, parce qu'en fait, c'est d'abord et avant tout avec le lien humain, souvent, qu'on va réussir à faire ce genre de rencontre. Sur des questions agricoles, effectivement, je pense qu'aller voir des acteurs. Et il y a certaines presses aussi dédiées ou qui peuvent, voilà, il y a certaines presses dédiées qui peuvent vous aider, mais on est beaucoup à avoir des banques nous on a une banque de projets qu'on a accompagnés. Alors là c'est pas que de l'idée, mais derrière il y a souvent les coordonnées, les contacts du porteur de projet. Et donc si c'est quelque chose qui se rapproche à votre idée, comment tu l'as fait, comment tu t'es associé, etc. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de chercher un associé. Après, moi, d'expérience, ce que je vous dirais peut-être sur la recherche de l'associé, c'est de aussi prendre le temps de découvrir la personne et de lui faire beaucoup confiance, parce que en fait, c'est ça qui va faire la réussite ou pas de votre projet. Et aller trop vite, moi, c'est vrai que ça m'inquiéterait peut-être un peu de passer par les réseaux sociaux ou par Internet en disant, voilà, je lance une annonce Alors, ça peut être rédiger une annonce, mais après, c'est savoir quels critères précis on a. Et moi, je chercherais déjà dans mon entourage, que je connais déjà, ou en tout cas, si je m'installe quelque part, je prends le temps de m'installer, d'aller dans des événements culturels, d'aller rencontrer les gens pour se dire, voilà, celui-là, j'ai vraiment confiance en lui et on y va ensemble parce qu'on a les mêmes visions.
on a la même rigueur économique, la même rigueur de travail. Parce que voilà, moi j'ai un exemple là récemment où l'épicerie a tenu 2 ans parce que l'association s'est mal faite. Et alors je ne veux pas donner que des mauvais exemples, mais je pense que c'est capital, quoi. Il faut prendre le temps. On s'en arrête là parce qu'il y a du monde qui toque à la porte. Et ben merci beaucoup aux 4 intervenants et puis bonne poursuite.